Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live Facebook. Comme chaque lundi, on est de retour après la pause de l'équipe nationale. La pause des équipes nationales même, on va être très précis puisque beaucoup de joueurs de National League sont partis avec leurs différentes fédérations. On est au milieu de deux pauses puisque la semaine prochaine c'est la pause de la Coupe Spengler. Donc forcément c'est un peu compliqué en National League ces temps-ci. Il y aura quand même 3 soirées de National League cette semaine, on va en profiter. Je suis Pascal Berard pour ce 13e épisode d'Overtime de la 3e saison. Je suis accompagné par Régis Serre. Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Alors, salut déjà les gens dans le chat, hein, Quentin, Richard, Marc, Lucas qui nous saluent. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos remarques tout au long de cette émission. Le chat est ouvert, on est là aussi pour le lire et pour discuter avec vous dans cette émission. Puis on vous rappelle également que dès la fin, dans l'après-midi, vous pourrez retrouver la rediffusion en vidéo sur Facebook et sur YouTube, ainsi qu'en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur différents thèmes sur les 5 clubs romans dans l'ordre alphabétique, et puis on fera aussi le bilan de l'équipe nationale puisqu'elle a eu droit à être sous le spotlight avec ce tournoi à Fribourg. Et sans plus attendre, on va directement partir à Porrentruy pour le premier club, c'est-à-dire le HC Ajoie, et accueillir ainsi notre invité du jour. Ouais. HC Ajoie dont l'actualité s'est évidemment focalisée sur l'éviction de Philippe Péchan qui a été remplacé par Julien Vauclair durant cette pause juste avant l'entraînement qui a repris mercredi. Ajoie donc a mis fin au bail du Tchèque qui a commencé en juillet, qui s'est déjà terminé en ce mois de décembre. Des Ajoulots qui sont sur 13 défaites consécutives. Quelque part, il se devait de réagir. On sentait que le ressort était cassé. Et pour en parler, évidemment, on a pris le parti d'inviter un des journalistes qui suit assidûment le club. On va dire qu'il voit 3 matchs sur 4, pas loin. Je parlais de Julien Beugli qui travaille pour Sport Center et qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoints durant sa pause de midi. Salut Julien. Salut Régis, salut Pascal. Salut Julien. Bon, ton sentiment tout de suite comme ça sur le licenciement de Péchan après 30 matchs? Mais je crois que Régis l'a assez bien dit, hein, c'est pas une surprise, une grande surprise. Le contexte de cette première moitié de saison faisait penser que voilà, hein, il était sur la sellette. Et puis pour avoir suivi les 2 derniers matchs avant la pause, c'est-à-dire le week-end précédent, vendredi face à Lugano, puis samedi aussi à Bienne, là j'ai vraiment senti que au-delà des défaites, il y avait quelque chose dans le fond de jeu qui semblait cassé, peut-être irrémédiablement cassé. On sortait plus forcément cette envie qu'on pouvait quand même retrouver malgré les échecs qui précédaient. Donc voilà quoi. C'était pour moi puis pour beaucoup de gens, j'ai l'impression dans l'entourage du club, c'était pas une surprise. Moi, j'ai aussi suivi les 2 matchs du week-end. Julien, on s'est croisés à ces occasions-là. C'est vrai qu'Ajoie, contrairement à la saison dernière, n'a pas encaissé une casquette, un 11-0 comme il y a eu à Zoug, mais on avait vraiment l'impression que si le HC Bienne avait été dans les meilleures dispositions et qu'il avait décidé de forcer un petit peu, il aurait passé le cap des 10 sans trop de problèmes, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les résultats n'ont jamais été catastrophiques, il n'y a jamais eu de défaite de 5 buts ou plus, mais dans le fond de jeu, dans ce que les joueurs affichaient sur la glace, il y avait des choses quand même qui transparaissaient. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Déjà vendredi, si je me souviens bien, face à Lugano, le premier tiers était horrible à voir, hein. Je crois qu'il faut pas le cacher. Ajoie perdait 2-0. Ils sont revenus un peu à 2-2 là, avec cette réaction que j'ai sentie initiée un petit peu par Guillaume Asselin, qui a redonné un petit peu la flamme avant de voilà. Puis ils ont concédé un 3e but nouveau en box-play dans le 3e tiers. Et puis pour une équipe au fond du trou, ce but supplémentaire, ça les a anéantis. Et comme tu le dis aussi, le samedi à Bienne, je me souviens d'avoir vu le line-up là avant le match. CSC, le gardien finlandais du HC Bienne qui fait beaucoup. Le HC Bienne qui avait aussi une défense qui était amoindrie.
Ils avaient leurs deux étrangers en défense qui étaient absents, son côté aussi Schneeberger. Donc c'est vrai que je me suis dit, voilà, c'était peut-être pour le HC Ajoie une occasion de saisir cette opportunité face à un HC Bienne, alors offensivement qui était quand même tous au monde, mais qui pouvait être vulnérable derrière. Puis voilà, pas à aucun moment j'ai senti que le HC Bienne était en difficulté parce que tellement le HCA était loin du compte, quoi. Était loin du compte, ça manquait d'énergie. Et puis en lisant un petit peu aussi ce qui s'est dit les jours d'après, Ah. il y a des erreurs qui sont commises à ce niveau-là, quoi. Il y a eu un tout petit souci de connexion avec Julien, mais on le voit, il est toujours là. On va se plonger dans le chat puisqu'on a une question de Lucas qui nous dit est-ce qu'il pouvait travailler vraiment correctement à Ajoie, car lorsqu'il prend une décision simple pour l'équipe comme mettre De Vos en tribune, c'est toute une république qui se révolte. Pourtant, cette décision aurait dû être prise plus souvent. Je me tourne vers les spécialistes du HC Ajoie. Moi, j'ai vu Ajoie qu'une seule fois cette saison. Je les ai commentés qu'une seule fois, donc je suis le moins bien placé. J'ai un regard qui est plus extérieur là-dessus. Je te laisse commencer peut-être, Julien. J'ai aussi un avis que je donnerai après le tien. Ouais, alors moi je pense que Philippe Péchan qui était le choix aussi de Julien Vauclair. Moi je pense que c'est un entraîneur qui est audacieux, qui est très professionnel, mais j'ai quand même assez vite eu l'impression qu'il n'avait pas le profil qui correspondait à une telle équipe, quoi, une telle équipe voilà, quoi, cette équipe d'Ajoie est peut-être pas assez professionnelle dans sa structure, dans son fond de jeu, hein, dans ses ressources humaines pour un coach de cet acabit. C'est un peu mon point de vue. Et puis, puis je crois que malheureusement, la situation a fait que l'entente ne pouvait pas durer plus longtemps. Bon, moi j'ai entendu aussi des choses par rapport à ce que tu dis, où on va dire que Philippe Péchan était quand même un peu quelqu'un très très sûr de lui, hein, qui laissait assez peu de place à d'autres choix que les siens. On m'a laissé entendre qu'il s'était un peu moqué de l'équipe en arrivant en leur disant vous voyez 27 points la saison passée, vous êtes un peu des rigolos, moi je vais vous montrer ce que c'est que le hockey sur glace, on va faire les playoffs, enfin voilà, ce genre de théorie totalement fumeuse où ça laisse quand même peu de place quand même à la mentalité de Philippe Péchan par rapport à ça. Je veux dire, ça oui, je pense que les réalités du terrain, les réalités du championnat de Suisse, je suis pas sûr qu'il les avait vraiment. Je suis pas sûr qu'il a pris suffisamment la température pour savoir comment faire face par rapport à ça, par rapport aux limites de son contingent aussi. Ça, on sait, il y a pas de doute, on sait qu'ils sont limités les joueurs à Joulot, mais il y a un moment donné où on doit faire face, on doit prendre les joueurs plus peut-être par le côté du sentiment, par les tripes, et ça. Un entraîneur aussi froid que lui ne pouvait pas le faire à long terme, en tout cas. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, tout à fait. Alors, ce sentiment, encore une fois, d'être très froid. Et puis, je pense que voilà, quand les faits s'accumulent comme ça, il faut savoir trouver aussi les bons mots pour remobiliser l'équipe. Et puis, c'est parce c'est pas une compétence ou ses caractéristiques qu'il a pu mettre en avant durant ces 2-3 mois. Le choix de De Vos, on peut quand même y revenir parce que ça a été un événement quand même dans la saison qui ne devrait pas en être un. Je veux dire, quand à Fribourg on met un étranger surnuméraire, il n'y a pas toute la République. Pourtant, Dieu sait que le hockey c'est aussi quelque chose à Fribourg comme ça l'est dans le Jura. Mais le choix d'écarter De Vos, moi je me rappelle ce soir-là, j'ai pas travaillé et j'ai dit à quelques personnes, je leur ai dit très clairement, pour moi le coach c'est un peu qui tout double. C'est en quelque sorte le moment où il a dit j'ai tous les pouvoirs, je vais vous montrer que j'ai peur de rien. On voit quand même, mine de rien, que le qui tout double, il a été un peu comme sur certains paris, de jouer à 4 contre 3 en prolongation. C'est exactement ce que dit Ludovic, qui dit que sortir systématiquement son gardien en prolongation, c'est du non-sens quand on connaît la situation à Joulotte. Moi, ce que j'ai pas aimé avec De Vos, c'était le timing, c'est-à-dire que c'était le dernier match avant la pause de novembre. Si effectivement il y avait eu des soucis avant avec Phil Michael De Vos, entre De Vos et Péchan, il aurait dû agir plus tôt pour
pour faire passer son message d'autorité. Mais là, ils étaient quoi, 6 défaites ou 5 défaites de suite déjà. C'est le dernier match avant une pause. Donc il y a eu un très mauvais timing dans cette décision d'écarter De Vos pour un match. Il y a aussi un élément, Julien, sur lequel j'aimerais t'entendre. On avait un peu l'impression quand même qu'entre Peshan et ses assistants, je parlais de Noumeline, de Zanata, il n'y avait plus vraiment de communication. C'est aussi quelque chose que tu as ressenti ? Alors, oui, je l'ai ressenti. Encore une fois, hein, les couloirs, les travées de la Raiffeisen Arena, ça reste quand même une petite patinoire, donc les bruits circulent facilement. Oui, c'est un peu la pression que j'avais aussi par rapport à la communication qu'il y avait avec ces deux assistants. Et puis, peut-être aussi pour revenir sur la situation en 2 mots sur De Vos. Si je ne me trompe pas, le match qui précédait donc son éviction temporaire, enfin son statut de surnuméraire pour ce match avant cette pause, j'ai souvenir que voilà, ils avaient établi un plan en jeu de puissance et puis apparemment, comme Phil, il possède quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu dans ces séquences. Il n'avait pas respecté les consignes du coach. Et puis voilà, je crois que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi pour lui montrer, remettre l'église au milieu du village. Je suis le coach. Si tu n'effectues pas ce que j'exige de toi, voilà ce qui peut arriver, quoi. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est un hasard ou pas? Mais et ça, Régis aussi, tu pourras peut-être me le dire, toi qui les as vus régulièrement. J'ai quand même l'impression, le sentiment que depuis ce match-là, De Vos, on le sent quand même moins. C'est pas le De Vos qu'on avait début de saison, quoi. On le sent quand même plus discret, plus approximatif dans tout ce qu'il accomplit, quoi. J'avais l'impression, et c'était aussi un sentiment par rapport à plusieurs joueurs, que ces derniers temps, lui en particulier, parce qu'on le connaît depuis tellement longtemps, il faisait son travail, mais comme un employé irait faire son boulot et n'y met plus le cœur à l'ouvrage. Et pour l'avoir vu depuis 2015, si je dis pas de bêtises, voilà, on sait que c'est un joueur qui est capable d'amener une énergie folle par sa volonté, sa débauche d'énergie, et je pense que là, il était un peu dans le rôle de je fais ce qu'on me dit, faut pas que j'en fasse plus parce qu'on me dit que j'en fais trop, donc je vais faire ce qu'on me dit sans plus et je vais au travail en quelque sorte, quoi. Et je crois qu'Ajoie clairement a des limites qui ne lui permettent pas d'avoir des joueurs qui jouent que avec ce qu'ils savent jouer. Enfin, j'avais même l'impression les derniers matchs que Brennan était aussi tombé là-dedans parce que il a été flamboyant, il a marqué quelques buts qui sont sortis du lot, mais depuis une semaine, c'était plus le Brennan des semaines précédentes, quoi. Donc je pense que lui aussi en avait un peu sec et je pense que c'était une majorité de l'équipe qui était là, quoi. Alors, je vais profiter de rebondir sur ce que tu dis pour aller voir la question de Pierre qui nous dit, parce qu'il parle des joueurs justement, est-ce que les principaux joueurs ne jouaient pas trop et maintenant ils sont fatigués? Exemple, TJ Brennan, qui lui a beaucoup joué. Le seul match que j'ai commenté, je pense qu'il joue 25 ou 26 minutes. Moi, je vais répondre par une autre question. Était-il bien préparé sur la glace? Parce que les joueurs se plaignaient et se plaignent, plusieurs m'en ont fait part. Comme on s'entraîne, on va 1h30 sur la glace, mais on doit jouer à fond 20 minutes, quoi. Donc, pour eux, ils trouvaient qu'ils quittaient la glace pas assez fatigués, tout simplement. Donc forcément, mais j'ai entendu le même discours à Lugano, hein, et oui, ça. On a aussi entendu exactement. Qui a dit la même chose sur Chris Maxorley. Donc je me dis, il y a un moment donné où les joueurs sont fatigués, oui, mais peut-être aussi parce qu'on les a pas assez mis en condition de tenir plus longtemps. Mais après, je suis le premier à reconnaître, à dire qu'on n'a pas assez donné de responsabilité à des joueurs suisses qui valent mieux que ce qu'ils ont. Hein. Je pense l'exemple d'un Thibaut Frossard est le plus parlant. Je pense qu'on n'a pas assez donné de responsabilité à des joueurs suisses et trop donné à des joueurs étrangers. Oui, tout à fait. Non, puis alors, sur ces anecdotes sur les entraînements, je te confirme alors aussi que certains joueurs m'ont révélé que parfois ils sortaient de l'entraînement, ils avaient même froid, hein, ils avaient froid durant l'entraînement parce que c'était beaucoup axé sur la tactique et puis il n'y avait pas assez de roulement sur la glace, quoi. Et puis par rapport à l'utilisation des joueurs, il y a certaines choses en cours de route, mais j'ai souvenir d'un match qu'ils avaient joué à Berne
Un match qui était très disputé et très incertain, hein, jusqu'au bout. Et puis le défenseur qui avait été le moins utilisé pour ce match, c'était Kevin Fay, hein, qui reste quand même en tout cas 5e ou 6e défenseur utilisé, alors qu'il avait vraiment quelque chose à apporter sur ce genre de match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui longtemps ont fait que le système n'était pas... Voilà, laisser penser que ça ne fonctionnait pas, quoi. Oui, Quentin, la connexion n'est pas toujours très bonne dans le Jura. On s'excuse bien évidemment, mais c'était l'occasion aussi de donner la parole à Julien. On a une question aussi par rapport au coach qui est posée par Ludovic, ce qui a provoqué un petit débat dans le chat. N'hésitez pas aussi à discuter entre eux. Finalement, est-ce que c'était pas une mauvaise idée de prendre comme à Lausanne un coach qui ne connaît pas le championnat? Là, on parle de Jeff Ward, mais Philippe Péchan qui connaissait pas du tout la Suisse, pour prendre cette équipe après, alors qu'il y a des entraîneurs qui connaissent peut-être un peu mieux le championnat? Moi, je répondrais juste que c'est toujours facile de dire après coup, Oui. il fallait pas prendre lui, c'était la mauvaise pioche. Moi, j'ignore comment se sont faits les contacts. Julien Vauclair assume pleinement, il est le premier à dire, je suis le principal coupable, donc on va pas non plus lui jeter la pierre. Il prend ses responsabilités, c'est lui qui accepte de faire des journées à rallonge pour reprendre l'équipe, qui assume pleinement ce qu'il a pris comme décision. Moi, ce qui aurait peut-être pu m'inciter à prendre des précautions, c'est que visiblement en Tchéquie, Péchan, il est persona non grata. Donc il y avait déjà peut-être une question à se poser là-dessus. Et puis deuxième indice, c'est qu'à Ajoie, il y a eu déjà un coach tchèque il y a une petite dizaine d'années. Ça s'est pas non plus bien passé à cause des relations humaines. Donc finalement, est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé un petit peu dans la même situation? Je parle de Jan Tlachil pour ne pas le nommer, l'homme en question. Donc, est-ce que finalement, on n'aurait pas dû se dire, ouais, c'est pas la mentalité dont on a le plus besoin et on devrait se tourner ailleurs? Je vois que Julien s'est souvenu de l'entraîneur. Tu as eu un petit rictus. Souvenir, ouais, je ne sais plus quel surnom on lui avait attribué à l'époque, mais non, je me souviens. Écoute, effectivement, maintenant, voilà, Julien, c'était son choix, et puis je crois qu'il assume, il a dit aussi vouloir assumer cette part de responsabilité. Il faudra voir maintenant jusqu'où ça va mener, quoi. Est-ce qu'il peut légitimement rester à la bande jusqu'à la fin de la saison? Parce que la fin de saison maintenant du HC Ajoie, c'est une longue préparation au vu des play-outs, je crois qu'on ne va pas se le cacher, hein. Non, personne ne le cache. Hein. Julien Vauclair non plus, le président non plus. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Hein. Je crois que maintenant, on est vraiment dans l'idée qu'il faudra se battre contre la relégation. Et puis, comme tu dis, longue fin de saison, parce que là, il va vraiment falloir construire l'équipe aussi pour l'année prochaine. C'est un petit peu la DR qui sonne du côté du HGA pour prendre des contacts et puis commencer à signer des joueurs. Parce qu'il y a pas mal de contrats aussi qui se terminent du côté de Porrentruy. Alors ça, c'est un autre débat. Il est très compliqué actuellement d'enrôler des gens quand on ne sait pas dans quelle ligue on va évoluer, parce qu'oublions pas qu'il y a quand même un danger qui n'est pas... on ne peut pas ne pas l'évoquer dans toutes les discussions qu'on a avec un joueur maintenant pour lui dire viens chez nous. Il dit si vous tombez, on fait quoi là? Je pense que c'est vraiment très compliqué et la situation elle doit vraiment pas être simple pour draguer, si j'ose dire, du monde, sachant qu'en plus les moyens ne sont pas énormes à Porrentruy. Donc oui, je pense que c'est compliqué pour le club, pour Julien Vauclair d'engager actuellement. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la saison prochaine, mais là je crois qu'il y a une dizaine de joueurs pour l'instant sous contrat et il va falloir trouver du monde et si possible des joueurs encore meilleurs que ceux qui sont en fin de contrat. Julien? Oui, non, mais c'est juste, c'est comme tu le révèles, quoi. Et puis au niveau de la National League, c'est clair que c'est pas la destination la plus sexy à Ajoie. Comme tu le dis, hein, il y avait déjà motivé un joueur à venir à Ajoie quand tu as un club qui se destine à jouer le fond de tableau, qui maintenant n'est pas encore certain d'avoir sa place. Ce qui n'était pas le cas il y a 12 mois. Donc, effectivement, c'est plein d'incertitudes qui rendent la situation de l'avenir plus compliquée, quoi. J'aimerais t'entendre, Julien, sur le fait que ce soit Julien Vauclair qui ait repris l'équipe avec les mêmes assistants. C'est un scénario que tu vois comme étant le plus logique, le plus normal. Comment tu as vu la chose? On aurait pu quand même imaginer autre chose que Julien Vauclair.
Oui, avec engager quelqu'un. Alors, faut trouver, je pense qu'il faut trouver le budget. Il faut aussi se souvenir que Gary Sheehan est encore sous contrat au HC Ajoie. Et si je ne me trompe pas, si Ajoie est maintenu cette année, son contrat sera prolongé pour une année prochaine. Philippe Péchan également, ça fait 2 entraîneurs qu'il faut rémunérer. Il y avait la solution peut-être des assistants, hein, Noumelin, Zanata. Est-ce qu'ils ont le profil? Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont voilà, la capacité pour prendre cette mission? Alors Julien Vauclair, il sera assisté de ces 2 hommes. Est-ce qu'il se laisse jusqu'au play-out pour trouver un homme qui pourra, voilà, qui pourra diriger voilà, de l'homme adéquat pour cette situation ou Vauclair jusqu'à la fin? C'est difficile, c'est difficile. Ça ne m'a pas surpris que ça soit lui qui reprenne cette position, mais je me pose des questions sur la suite, quoi. Bah, en même temps, c'est un moyen de montrer qu'il assume son erreur, hein, comme il te l'a dit en Voilà, interview, exactement, hein. Régis. Et puis d'un Il autre l'a dit côté, dès le lendemain. le Ouais, fait, ouais. le fait de prendre lui le poste d'entraîneur assistant, il va peut-être plus prendre un poste de général, c'est-à-dire laisser plus le day-to-day à ses 2 assistants et puis lui arriver avec le plan de bataille pour chaque match. Alors, une chose est sûre, Ce qui moi, lui permettra aussi d'assumer aussi sa casquette de directeur sportif. alors, je pense que à quelques égards, ça pourrait ressembler un peu à ce que Christian Dubé fait, à savoir pas tout faire tout le temps avec tous les joueurs sur la glace. Ce qui est plutôt sympa dans cette configuration, c'est que Noumelin, Zanata, Vauclair, ils ont été ensemble à Lugano, soit sur la glace, soit derrière le banc. Donc, j'ai vu, ils ont passé 2 saisons complètement dans le même bain. Donc ils se connaissent, je sais qu'il y a beaucoup de respect entre eux, je suis sûr qu'il y a beaucoup de considération sur ce qu'ils sont capables d'amener. Donc je pense qu'ils vont fonctionner un peu comme les doigts de la main pour donner un exemple assez parlant. Et à ce niveau-là, ça va vraiment changer. Je pense que ça peut vraiment aider l'équipe avec un motivateur qui n'a pas une grosse expérience, mais quand même une petite du coaching. Et un Zanata, par exemple, qui connaît bien ça. Je pense que ça peut fonctionner, moi. À voir. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Oui, à voir, effectivement, quoi. Je crois qu'on ne peut pas non plus se permettre de comparer par rapport à son petit intermède de l'année passée. Il avait fait, je crois, 7 matchs sur le banc, si je ne me trompe pas, en fin de saison, où il y avait rien à craindre. Donc voilà, mais comme tu le dis, Régis, c'est juste, hein, les 3 hommes se connaissent bien. Je pense que ça peut être un atout pour cette seconde moitié de saison pour le HC Ajoie, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont repris l'entraînement au milieu de semaine passée, après 3 jours de pause. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un peu plus de sourire à l'entraînement. Alors, C'est pas difficile, c'est pas difficile, Julia. pas difficile. Alors, c'est dû au soulagement du changement à la bande ou voilà, quoi, peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra déjà voir les 2 matchs de la semaine. Qu'est-ce que ça va engendrer comme changement? Ils jouent un match à Cloton mardi. Ils jouent demain soir à Cloton. Ils reçoivent, si je ne me trompe pas, Ambry. vendredi en Brie. Voilà, donc Jeudi voilà, Ambry et puis à Lausanne vendredi. jeudi, voilà, jeudi, pas vendredi, jeudi en Brie et puis encore Lausanne ce week-end. Donc c'est vrai que, en tout cas, c'est intéressant de voir comment l'équipe va réagir à ce changement mardi à Cloton. On attend quoi? On attend au-delà du résultat. Je pense que ça sera plus l'attitude et le comportement de l'équipe de manière générale qui sera scruté, quoi. Julien, je crois savoir qu'il reste encore un peu une enveloppe pour un recrutement possible. Évidemment que quand on parle recrutement possible, ça ne s'adresse pas à un joueur suisse. Toi-même, tu as le sentiment qu'Ajoie va engager encore un étranger. Quel poste? Quel est ton feeling par rapport à ça? Alors, écoute, si enveloppe il y a encore pour un étranger, voilà, moi peut-être que je me dis, ouais, alors si vraiment il focalise sur un étranger, moi je miserais peut-être plus pour un profil d'attaquant de centre. Pour pouvoir un peu aussi soulager
Frédéric Gauthier, hein, qui est très, aussi très utilisé, qui n'a pas passé de match encore en tribune, si je ne me trompe pas. C'est juste. Et puis voilà, qui faudrait quelqu'un qui rapporte de la dynamique offensive un petit peu. Et puis Gauthier n'a pas ce profil. C'est plutôt un solide centre de troisième bloc. Et puis Ajoie a aussi besoin de retrouver un peu cette étincelle devant parce que c'est difficile. C'est mon point de vue, hein, mais je suis pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois, c'est aussi des bruits. J'ai entendu que c'était plutôt pour chercher un joueur de centre. En tout cas, un désir, en tout cas, du côté des supporters du HC Ajoie d'engager un joueur de centre pour soulager Gauthier. Je crois qu'on peut dire, allez, que Frédéric Gauthier fait pas l'unanimité auprès des fans Ajoulo. Je crois pas que je trahis un secret des coulisses de la Raiffeisen. En même temps, c'est un joueur qui a un profil plutôt défensif et à qui on demande, après quasiment 10 ans de carrière en NHL à jouer défensivement, de reprendre un rôle très offensif qu'il n'a pas réellement eu en junior non plus. Moi, je pense qu'il y a plutôt erreur sur ce qu'on cherchait et pas sur le joueur. Je pense que le joueur, il fait tout ce qu'il peut, il joue comme il sait, il est pas à blâmer dans l'histoire, mais voilà, c'est pas un buteur, c'est pas un grand créateur, enfin voilà. Non, c'est le cas. Il a toujours été plutôt dans les rôles défensifs. Donc il fallait prendre quelqu'un d'autre si Ajoie voulait un créateur, tout simplement. Voilà, puis maintenant avec la blessure de Hazen pour encore à peu près un mois, c'est ça En tout cas. Donc ça veut dire que là, 3 semaines minimum depuis aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Même s'il y a encore une semaine de pause derrière, voilà. ça fait quand même encore mi-janvier. On va dire début janvier, il pourrait être là le premier week-end de janvier. Mais quand on voit que cette semaine, il y a déjà 3 matchs, ça reprend aussi très fort juste après la Coupe Spengler. C'est ça. Voilà, je crois qu'on va libérer Julien et on va le remercier pour sa présence, d'avoir pris un petit bout de sa pause. Oui, merci à vous. Merci à toi et puis à bientôt au bord d'une patinoire pour parler du HC Ajoie et d'autres clubs. Bye bye, ciao, merci. Salut Julien. On part du côté du HC Bienne qui a annoncé la semaine passée avoir signé Yannick Bouron pour la saison prochaine. C'est une arrivée qui est assez intéressante du côté du Seeland puisque Bouron c'est le meilleur défenseur suisse du côté de Ambri Piotta. C'est le joueur le plus utilisé derrière les deux étrangers. C'est celui qui a les meilleures statistiques aussi avancées de ce côté-là. Alors ça dépend des catégories. Parfois il est juste au-dessus d'un des deux, de Virtanen ou de l'autre côté. Non mais... Donc, c'est une sacrée signature du côté du HC Bienne. Excellente pioche. Je crois savoir que le HC Bienne a mis quelques moyens pour s'attacher ses services parce qu'il n'était pas bon marché. C'était un joueur courtisé. On sait que les défenseurs suisses, ceux qui sont actuellement 1 et 2, défenseurs suisses, hein, j'insiste, dans leur club, sont des joueurs précieux et souvent dragués par pas mal de clubs. Et visiblement, Bienne a tout fait pour s'attacher les services de Yannick Bouron. J'ai un petit peu décortiqué ses statistiques. C'est quand même un joueur qui vaut entre 15 et 20 points par saison pour l'instant. Donc il y a encore un potentiel probablement d'amélioration. Quand on sait aussi le potentiel offensif du HC Bienne, on peut imaginer que ça peut être en tout cas 20 points dans les saisons à venir. Premier défenseur suisse d'Ambri, mais des stats avancées plus qu'intéressantes. Il a de bons plus-minus, mais il a aussi par exemple une présence sur plus de 34% des buts qu'Ambri marque. Il est sur la glace. Quand on sait qu'il est défenseur suisse, c'est pas mal du tout. Il a un temps de glace qui est plutôt élevé. Clairement, je pense que le HC Bienne sait ce qu'il fait, sait pourquoi il a mis les moyens pour Bouron. Et c'est un joueur qui va, j'imagine, vite retrouver sa place dans le canton de Berne, puisqu'on rappelle qu'il a été formé au CP Berne, que le CP Berne ne l'avait pas gardé. Peut-être qu'ils n'avaient pas vu autant de potentiel que ça chez Yannick Bouron, ou il y avait peut-être qu'il n'y avait pas de perspective dans l'immédiat il y a 2 ans pour lui. Exactement. Donc après un passage de 2 ans au Tessin, il revient dans son canton d'origine. Bon, clairement, une bonne pioche pour le HC Bienne, ça, il fait aucun doute. Voilà, il a 25 ans, on va rappeler. Il y a plus de 250 matchs de National League, c'est comme déjà pas mal. 25 ans, c'est aussi un bon argument pour lui. Il est droitier. Et ça, c'est un style de défenseur qui est aussi beaucoup recherché. Puis effectivement,
tu t'as souligné, 34,5% des buts marqués quand il est sur la glace, c'est une sacrée statistique. C'est une statistique d'un étranger. Ouais, pour un joueur suisse, c'est une sacrée statistique. Moi, j'aime beaucoup ce move fait par le HCBN. Ça veut dire forcément que soit entre Forster ou Schneeberger, il y en a un des deux qui va partir. On peut le voir comme ça, en tout cas. Ce sera pas forcément celui auquel on s'y attend. Parce que forcément, quand on regarde la colonne des âges, on se dit que c'est plutôt Beat Forster qui va prendre sa retraite, mais je ne sais pas si... pas sûr. Papy Beat est déjà prêt à arrêter. Schneeberger, c'est un défenseur qui est plutôt défensif. Oui. Il a un autre profil que Buron. Actuellement, il est blessé, une fracture du pied. Droit, si je me souviens bien de quand j'ai croisé la dernière fois à Bienne, il avait le pied dans le plâtre. C'est pas un défenseur qui a donné beaucoup d'assurance aussi dans son jeu défensif ces dernières saisons. Cette année, ça va un petit peu mieux. Je sais pas si c'est parce que c'est sa dernière année de contrat aussi, tout d'un coup il y a quelque chose qui a changé, mais je trouve qu'il a fait des meilleurs matchs quand il a joué. Mais à voir, je suis pas dans la tête de Martin Steininger, mais je pense qu'il sait déjà quel défenseur il a envie de garder sur les deux pour la saison prochaine. On peut bien imaginer qu'il y a déjà eu des discussions à ce stade de la saison avec les deux hommes, pour notamment savoir si Forster était intéressé à poursuivre. D'après ce qu'on entend dire, il ne serait pas contre. En tout cas, on ne l'a jamais entendu dire je fais ma dernière saison, il ne faut plus compter sur moi. Donc moi, je pense que si on va vers Beat puis qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux faire la saison prochaine, est-ce qu'on peut te proposer un contrat, il va saisir l'occasion. Je le sens comme ça. Peut-être que je me trompe, il aura 40 ans en 2023. Donc... c'est le 2 février. Ah ouais, mais encore cette saison. Ça, oui, c'est cette saison. Il était, puisque j'ai fait le match des 40 ans du dernier titre, j'avais souligné que c'était le seul qui était déjà né quand le club a gagné, mais par contre il ne pouvait pas s'en souvenir, il était trop jeune. Voilà, mais je pense que Beat Forster ne fait pas une mauvaise saison. Il n'y a en tout cas aucune raison d'exclure d'office qu'il ne repartira pas pour un tour. Et pourquoi pas encore apporter son expérience, parce que je crois qu'il est assez précieux pour pas mal de jeunes joueurs. Et il est encore une source d'inspiration, Beat Forster. Donc, pas vraiment d'inquiétude à avoir pour la défense de Bienne. On a presque le choix là d'opter, comme on l'a dit, entre Schneeberger et Forster. Et puis on peut l'imaginer au complet avec ça, si on repart avec deux défenseurs étrangers, ce qui logiquement devrait être le cas. Oui, parce qu'ils sont sous contrat. Oui, voilà. Après les contrats... Yakovenko encore une saison, Löw encore 2 saisons. L'autre défenseur qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, c'est Stamfli. C'est aussi un des jeunes défenseurs du club. C'est pas un défenseur qui a eu beaucoup de matchs au cours de sa carrière en National League. La saison passée, j'en ai un petit peu plus parce qu'il y a eu pas mal de blessures aussi dans l'arrière-garde zélandaise. Cette année, un petit peu moins. D'autant plus qu'il y a encore Christen qui est parqué. Et oui, c'est juste, qui a encore une année. À Langenthal, mais il ne pourra plus être parqué à Langenthal la saison prochaine puisque Langenthal va arrêter la Swiss League. Et puis que Delémont a été prolongé aussi juste avant la pause. Donc il y a de la concurrence derrière. C'est pour ça que je focalise plutôt sur Schneeberger et Forster qui sont les défenseurs âgés. Si je devais mettre une piécette, Pascal, je dirais que Stamfli sera pas assez landé la saison prochaine. Voilà. Je le pense aussi. Je pense que pour remplacer Stamfli dans l'alignement, c'est plutôt Christen. Oui. Et Buren, lui, va venir remplacer Forster ou Schneeberger, avec plutôt, de mon côté aussi, une idée que ce serait plutôt Schneeberger qui sera remplacé. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre actu du HCBN ? Je crois pas. On n'a pas vraiment évoqué l'absence de Sataris jusqu'à Noël, en tout cas. Ouais, ça devrait aller avec Ritz pour 3 matchs. C'est plutôt... En tout cas, c'est ce qui avait été dit avant la pause, qu'il n'y aurait pas de gardien d'urgence qui serait allé chercher par le HCBN, à moins qu'il arrive un malheur à Simon Ritz, ce qu'on ne lui souhaite pas. Oui, mais on peut quand même dire que si l'idée était, par exemple, d'aller chercher un gardien de Swiss League, ce qu'on a déjà vu, par exemple, à Genève la saison dernière, je pense qu'un Ritz est tout à fait capable d'assumer, surtout pour 3 matchs. C'est un vrai compétiteur, il a une envie incroyable malgré les années qui passent. Donc je pense que c'est quelque part aussi une marque de confiance et lui rendre ce qu'il donne, parce que jusqu'à présent, il a eu que 4 titularisations. Il est toujours là, toujours prêt à aider, et en plus il le fait bien. Donc ce serait tellement
j'ai envie de dire, un sale coup, un coup dans le dos que de lui mettre encore un gardien sur là au milieu. Non, je peux pas l'imaginer. Non, je l'imagine pas non plus. Et puis si vraiment ça se passe mal, sur le match, ils mettront le deuxième gardien, le jeune qui viendra. Ce sera pas. Alors, il y a du choix à bien. J'ai pas les noms de tous les gardiens juniors. J'allais dire, ce sera pas les Sobé. Mais ça va pas se passer comme ça, Pascal. Mais je pense pas non plus. Et puis, on sait aussi que Van Pottelberg est tout proche du retour pour le début janvier, mi-janvier. Donc là-dessus, du côté de Bienne, je pense que ces 3 matchs-là, on se fait pas trop de soucis de ce qui va se passer entre les poteaux. On a fait le tour On enchaîne chez Bienne. Avant de passer sur Fribourg, juste préciser à Marc qui est parti, qui nous a posé une question sur les audiences. Malheureusement, nous, on n'a pas les chiffres. Voilà, c'est le département marketing. Non, on peut dire 2 choses. D'une part, nous, on n'a pas ces chiffres, et en plus, c'est pas à nous de répondre à ce genre de questions. Voilà. Donc, c'est pas la peine de nous reposer la question. On est désolé pour Marc qui nous a posé la question. Avant, on aime bien aussi préciser ce genre de réponse. Voilà, on n'est pas capable de pouvoir vous répondre à ce genre de questions sur les audiences. Voilà, on va continuer notre petit tour de Suisse romande en partant du côté de Fribourg. Alors, on va pas parler du départ de Connor Hughes, ça on va le garder pour la partie sur Lausanne. On va parler de l'après Connor Hughes dans les buts et puis aussi de l'autre annonce qui a été faite par Fribourg-Gotteron, c'est le futur retour de Kevin Nicolai qui est parti depuis la saison passée en Suède. Après une saison à Timrå, il joue désormais à Linköping. Alors, les 2 saisons sont en J20 national, donc l'équivalent de nos U20 élites. Un petit peu en dessus quand même. Au niveau de la catégorie. Voilà. Au niveau du jeu, c'est au-dessus. J'ai regardé ces statistiques. Au total, jusqu'à aujourd'hui, c'est 76 matchs, dont 2 en play-off dans cette ligue. 25 buts, 26 assists, 51 points. C'est plutôt pas mal. 18 minutes de pénalité cette saison. 30 matchs, 8 buts, 11 assists et 10 minutes de pénalité. Ce sont des belles statistiques. Oui. Dans une ligue qui est extrêmement relevée au niveau de la qualité des jeunes, puisque en plus, les meilleurs jeunes, ils ont tendance déjà à jouer en SHL ou en Allsvenskan à ce moment-là. Pour lui, c'était un bon choix, je pense, de partir, d'aller se confronter à une ligue au niveau supérieur. Ça avait souri. Alors, je ne compare pas Kevin Nicolai à Kevin Fiala, qui lui était aussi parti en Suède faire ses classes juniors. Johan Van Pottelberg aussi était parti en junior en Suède pour se confronter à un niveau supérieur. Là-dessus, alors, on le connaît pas trop. Non, alors faut être honnête, je ne sais pas comment il joue, Kevin Nicolai. Je vais pas me prendre pour quelqu'un que je suis pas. Sur le fond, vraiment très heureux de voir qu'il revient dans un club suisse. Il aura 20 ans la saison prochaine. C'est le bon âge. J'espère quand même qu'on va lui trouver une place, parce que je vois que Jobin, il est en Swiss League. Les perspectives semblent quand même assez peu prometteuse, en tout cas pour cette saison. Donc j'espère qu'on ne le fait pas seulement revenir pour dire vous voyez, nos jeunes, ils sont capables de revenir. J'espère qu'on va vraiment lui faire une petite place et que tôt ou tard, on va plutôt tôt d'ailleurs le voir en National League. Mais avec ces 6 étrangers, c'est un peu plus compliqué de les introduire. Mais avec son bagage en Suède, je pense que s'il est assez convaincant au mois d'août, qu'on voit qu'il y a un potentiel, on va lui donner du temps de jeu. J'espère vraiment en tout cas que ce sera un de ces jeunes qu'on va faire un petit peu comme Schmid, lui donner un petit push quand on hésite en 2. Allez, on met le jeune un peu plus en avant. Il a été formé chez nous. Qui est aussi parti en Suède. Parce que Schmid est aussi parti à Malmö, lui. C'est juste. C'est juste. Enfin, voilà un tout petit peu mon sentiment. Quelque part, c'est logique qu'il revienne à Fribourg si on lui a fait une offre qui tenait la route. Donc oui, mais espérons qu'on le verra assez vite en National League pour voir de quoi il est capable et qu'on se dise que c'est un bon move de la part de Christian Dubé. Alors, Jobin, lui, est en fin de contrat, tout comme Bignas, l'autre jeune envoyé en Swiss League, puisque Gaëtan Jobin a été envoyé à Winterthur, il me semble, depuis son retour de blessure. J'ai aussi Winterthur en tête. Ou alors est-ce qu'il a joué avec les M20 ? Là, tout d'un coup, j'ai un doute, donc je suis en train de chercher en même temps que je vous parle. La chose, ouais, c'est ça, il a été envoyé à Winterthur, il a joué une dizaine de matchs avec Winterthur et 27... non, ça c'est la projection, et 2 matchs avec les U20 élites.
le retour de blessure. Donc oui, Richard Jobin y joue. Effectivement, puis en attaque, il n'y a pas beaucoup de place à part Jobin, Bignas au niveau suisse et Rossi, dont on sait que Christian Dubé ne va pas le garder. Ça, c'est pour les places suisses. Il y a donc 3 actuellement joueurs suisses sous contrat qui et Bikoff. On va pas oublier Bikoff. Non, mais attention, Pascal. Il reste Bikoff aussi, voilà. On va pas oublier. Il y a donc 4 joueurs suisses qui sont en fin de contrat du côté de Fribourg. Rossi, on sait qu'il ne sera pas de retour parce que Dubé l'a dit. Bikoff, c'est le point d'interrogation, mais je pense que c'est pas le dossier prioritaire pour Christian Dubé. Clairement, la situation de l'année passée nous l'a fait comprendre. Bignas, Jobin, je pense que c'est la même chose. Il y a Nicolas qui revient. Il va certainement prendre la place dans de ces deux-là. Exactement. Et les autres joueurs qui sont en fin de contrat du côté de Fribourg-Gotteron en attaque, c'est les étrangers, à part Sørensen. Oui, il n'y a pas 1012 places. Le contingent pour l'année prochaine, on a l'impression qu'à part, il faudra remplacer Desharnais par exemple. Ça, c'est des choses qui mettent du temps. C'est pour ça que je ne compare pas les étrangers et les joueurs suisses, parce qu'il y a toujours un joueur étranger normalement remplacé par un joueur étranger, à moins qu'il y ait un changement de stratégie. Mais comme Fribourg a déjà deux défenseurs étrangers, à moins que Christian Dubé trouve une enveloppe pour un gardien étranger pour seconder Berra. Mais si Berra est en santé, je vois pas l'idée. Bon, ce qu'on peut, prenons un petit peu les choses dans l'ordre. On va dire au niveau des joueurs suisses, on a vu il y a quelques places un peu à répartir. On verra qui prolonge ou pas, et quelques jeunes, mais il n'y a pas beaucoup de place pour des Suisses. Les étrangers, c'est encore un peu tôt pour faire le point. Si on commence par le gardien, puisqu'on est parti d'abord sur le départ de Hughes pour le remplacer. On a vu un Christian Dubé qui dit je veux prendre un jeune, ça veut dire grosso modo, je veux pas une grosse enveloppe. Donc déjà à partir de là, je pense qu'on a compris pourquoi Hughes s'en allait. Il vaut plus que ce qu'il valait il y a une année, clairement. Donc je pense que Connor Hughes, il fallait vraiment le payer à partir de la saison prochaine comme un potentiel 1 bis, quasiment. Donc ça, du côté de Fribourg, c'est quelque chose qu'on voulait pas. Moi, ce que je comprends aussi un petit peu par là, c'est qu'on imagine vraiment que Reto Berra sera en santé. Parce que s'il y avait eu vraiment un doute là-dessus, peut-être qu'on ne l'aurait pas aussi facilement laissé partir, Connor Hughes. Mais on spécule sur le fait que le dos de Reto Berra va tenir et qu'il sera à nouveau clairement le numéro 1 la saison prochaine. Sinon, il ne restera plus qu'à activer une licence étrangère pour un gardien. Mais là, c'est un autre débat. Je peux bien imaginer que ce n'est pas ce qu'on a dans les plans à Fribourg et qu'on espère bien mettre 6 joueurs de champ sous contrat avant de mettre un gardien. Bon, derrière... C'est aussi ce qui ressort des déclarations de Christian Dubé. Alors je sais que les supporters fribourgeois, on a d'ailleurs eu la question dans le chat, je ne sais plus qui l'a mis, le retour de Ludo Weber en doublure de Reto Berra. Trop cher à mon avis. Trop cher, pour moi aussi, il est trop cher dans les déclarations de Christian Dubé, qui dit qu'il aimerait mettre un jeune. Donc on sait qu'il y a Loïc Gallet qui est actuellement à Winterthur, il y a Robin Terrier, j'ai un doute. Le gardien des élites. Le gardien des élites. Qui sera en fin de contrat d'âge. De classe d'âge. De classe d'âge, voilà. Il me semble même qu'il est... Non, mais il est déjà en overage en plus. Oui, voilà. Ah, il a déjà 21 ans. Enfin, c'est déjà la saison de ses 21 ans. Tu me disais que tu aurais également entendu une rumeur par rapport au fait de garder Jeffrey Meyer. C'est pas moi qui t'ai dit ça, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je sais plus. Je veux pas me faire le porteur d'un dossier que je n'ai pas entre les mains. C'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure dans la rédaction. On a entendu dans la rédaction. Enfin, quelqu'un l'a rapporté dans la rédaction. Donc, on va pas dénoncer la mauvaise personne pour dire que voilà, c'est aussi une piste étudiée par Christian Dubé. Il a 24 ans, Jeffrey Meyer, donc c'est pas non plus une piste jeune à écarter. Non, clairement, il faudra quand même un gardien qu'on a déjà vu. C'est le cas avec Meyer quand même. C'est ce qui est bien dans cette situation. Si Meyer ne fait pas vraiment partie des priorités à Zurich, et on peut bien imaginer que c'est le cas, qu'il fait pas partie. Je pense pas, puisque c'est lui qu'ils ont envoyé à Fribourg et pas Tsumbul qui a joué la doublure de Weber quand Rubec était surnuméraire.
Donc là, on voit Jeffrey, on voit son éthique de travail, on voit si c'est quelqu'un qui a un certain potentiel. J'étais le premier à penser que Connor Hughes n'avait pas les qualités requises pour venir gardien de National League. J'ai tort totalement maintenant. Bon, c'est vrai que toi, tu l'as vu tu l'as découvert à son arrivée. On va dire, j'ai vu les 3 premières saisons de lui régulièrement en Swiss League. Il n'était pas non plus dans les meilleures conditions. Oui, mais à Langenthal, il était quand même pas si mal que ça dans les conditions, mais voilà, il a mis du temps à venir mûr. Le vrai Connor Hughes, c'est maintenant qu'on le voit, donc oui. Donc, mais je pense des possibilités. Si on cherche juste un gardien, une doublure pour assurer, on va dire 10 matchs dans la saison, je comprends qu'on n'a pas besoin d'aller mettre des sommes faramineuses pour l'embaucher. Et puis moi j'ai vu le Galet jouer en Ligue des Champions contre Salzbourg. Alors il n'y avait pas d'enjeu pour Fribourg, mais lui s'était mis un enjeu. Il voulait gagner ce match-là, il a été très bon. Les joueurs d'ailleurs à la fin du match l'ont félicité, les supporters l'ont rappelé sur la glace pour aller faire un petit tour pour saluer. C'était assez intéressant de le voir jouer, de le découvrir. Alors il était un petit peu nerveux au début du match parce que c'était la première fois qu'il était titulaire dans un match professionnel. Et voilà, c'était un peu compliqué les 10 premières minutes, mais c'est normal dans ce genre de match. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est clair. Clairement. Mais je pense qu'il a du potentiel et on a vu que David Ebichard a réussi à développer Connor Hughes en gardien de National League. Donc je pense que ça peut être intéressant d'essayer justement de partir avec un Loïc Gallet, qui est un jeune du cru. On sait qu'à Fribourg, on aime bien les joueurs fribourgeois, donc pourquoi pas essayer cette solution-là. Après, ça dépend aussi du feeling du coach et directeur sportif. Si lui, il la sent pas avec Gallet, et pour l'instant, ça me donne pas l'impression qu'il a envie de le voir. Hein. Enfin, parce que sinon, il serait parti avec lui. Canberra a été blessé, mais je pense qu'il voulait... il essayait vraiment d'avoir Ludovic Weber du côté de Zurich, près de Ludovic Weber, pour avoir 2 gardiens presque proches au niveau du niveau, et puis qui s'est retrouvé là avec Connor Hughes qui réussit tout, donc tant mieux. Oui, non, il réussit tout, ou presque, hein, il n'a pas fait non plus 19 matchs parfaits. Non, mais c'est le gardien qui encaisse le moins de buts par match de la Ligue, donc forcément, il peut être que convaincant. Voilà, et puis on va signaler que Meyer, normalement, est en prêt jusqu'à vendredi soir. Il me semble. J'ai pas lu comme quoi le prêt était prolongé en janvier. C'est donc juste. à voir ce qui va se passer aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on va rappeler Gallet jusqu'au retour de Berasque. Zurich va accorder le prêt plus longtemps aussi. À voir. À voir. Ça va jouer ces prochains jours de toute façon. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. On a une question de Lucas par rapport au jet d'objet qu'il y a eu contre Berne. Il y a eu 7 interruptions, il a compté. Alors Quentin dit effectivement c'était une parodie d'arbitrage ce soir-là. Je suis assez d'accord avec Quentin, c'était vraiment un match mal arbitré. Par contre, alors ce que vous ne savez pas, vous supporters, et Lugano avait fait il y a quelques années un communiqué, c'est que s'il y a trop d'interruptions, les clubs sont amendés, mais c'est quelque chose qui n'est pas communiqué par la Ligue, contrairement aux simulations et aux suspensions. Mais oui, et Lugano avait, il y a quelques années, fait un communiqué pour dire aux supporters... J'aurais dit Ambry, moi. Je crois que peut-être les deux ont fait, mais moi j'ai souvenir de Lugano, t'as souvenir d'Ambry. En tout cas, au Tessin, on a communiqué là-dessus en disant... s'il vous plaît, essayez d'arrêter parce que ça commence à nous coûter cher. Oui, moi je me rappelle avoir vu le président Lombardi venir afficher les montants qu'ils avaient payés et il disait avec ça on pourrait quasiment se payer un joueur supplémentaire, donc vous voulez quoi? Mais je trouve là que c'est pas alors, il y a une part de responsabilité aux arbitres, une part au public, mais je pense que la National League devrait communiquer aussi sur ce genre de sanctions en disant voilà, il y a eu les événements de tel match, il y a eu tant d'interruptions, comme c'était la première fois de la saison, on a mis un avertissement, mais la prochaine, ce sera une amende contre le club. Pour vous dire, j'ai reçu le communiqué de presse de la NHL concernant Brad Marchand qui a été amendé, qui a été averti pour une simulation. Et dans le communiqué de presse, il y avait toutes les sanctions qui vont s'appliquer ensuite s'il recommence, c'est-à-dire $2,000 s'il fait une deuxième simulation, $3,000, $4,000, $5,000, ça va pas plus haut pour la suite. Et à partir de la 5e simulation par les joueurs de son équipe, donc par les Bruins de Boston, c'est le coach qui reçoit une amende de $2,000, puis de $3,000, puis de $4,000, puis de $5,000. Ok. Donc
les clubs aussi sont tout d'un coup sanctionnés. J'ai trouvé que c'était très intéressant de recevoir ce genre de mail en disant bah voilà, on est transparent là-dessus. Voilà le barème pour les simulations. Et en plus, vous savez que les coachs peuvent être sanctionnés. Bon. Donc je pense que là-dessus, la National League doit prendre Oui. aussi un petit peu mieux. Mais on a vu du progrès aussi avec ces publications le NL Weekly. Je crois que c'est le jeudi, il me semble, sur le site de la National League, où on a eu de temps en temps des communications sur des cas. On a eu le cas avec un des hors-jeux de Genève contre Fribourg qui avait amené un but en disant voilà, les arbitres auraient dû donner hors-jeu, annuler le but. Il y a de l'amélioration, il faut quand même C'est le pas encore ça, signaler. mais il y a des choses. Et puis on a, puisqu'on parlait des gardiens, il y a Thierry qui nous dit Charlin, point d'interrogation. Bah là, la carte elle est du côté de Genève. Je sais que Exactement. pour l'instant, bah voilà, il est à Langnau pour la saison. Il a encore un contrat pour la saison prochaine à Genève, il Voilà. faut quand même le préciser. Oui, ça c'est. Et puis pas, du côté de Genève, bah, les gardiens, les deux ont un contrat aussi. Desclos et Maillère ont également un contrat pour la saison prochaine. Donc effectivement, Charlin est une possibilité, éventuellement, si Christian Dubé fait les yeux doux à Marc Gauchi pour obtenir un gardien en prêt. J'ai vu juste passer dans le live chat une petite question pique sur l'alignement de quelques étrangers de Fribourg. Je l'ai vu passer aussi. Je sais plus si je crois que c'est Ludovic qui nous a relevé ça ou quand de la ils Rose sont, et Sørensen voilà. associés. Bah oui, on peut quand même le dire. Suisse-Suède, premier match du tournoi qui s'est déroulé. On reparlera de ce tournoi à Fribourg en fin d'overtime. Mais clairement, puisque là on parle de glace, on a vu que ça pouvait matcher entre les deux, que ça pouvait bien fonctionner. Et c'est quelque chose qu'on aimerait tôt ou tard voir à Fribourg et auquel, puisque je serai à Fribourg demain, je vais être attentif, je peux vous garantir, quand je verrai la composition du match Fribourg-Lugano pour voir s'il y a éventuellement des leçons qui ont été tirées là autour. Je ne sais pas pourquoi Christian Dubé, qui en plus aime bien changer de bloc, même plusieurs fois en cours de rencontre, ne nous a pas encore proposé cette association. Il n'a pas vu, lui, les étincelles que ça pouvait procurer, mais je crois que sur ce match-là, on a eu des petites bribes que oui, ça pouvait fonctionner. À voir. On va surveiller ça, comme on dit. Et puis peut-être que Christian Dubé a aussi regardé le tournoi dans sa patinoire et a pris des notes sur ses joueurs, qu'ils soient suédois, j'allais dire fribourgeois. Bah oui, ils sont fribourgeois, mais suédois, suisses ou finlandais, puisque il y avait une belle brochette de fribourgeois qui était sélectionnée par les différents entraîneurs. Il n'y en avait pas en Tchéquie parce qu'il n'y a pas de Tchèque à Fribourg. Non, c'est vrai. On continue, Régis ? Allez, on enchaîne. C'est le club qui a le moins d'actu maintenant. Genève, le leader. On a cherché ce qu'on pouvait dire après cette pause des équipes nationales. On va être très honnête là-dessus. On s'est dit qu'on allait regarder un petit peu ce qui s'était passé entre les deux pauses. Il y a eu 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites, dont une après 60 minutes de jeu, 28 buts marqués, 21 encaissés, 3 défaites à domicile et ça s'est terminé par le 0-3 à Cloton lors du dernier match avant la pause. Finalement, la pause, est-ce qu'elle n'est pas arrivée au bon moment pour remettre un petit peu les choses à plat du côté des Vernet-Régis ? Clairement, on a été tellement sur un nuage en début de championnat où tout a fonctionné comme sur des roulettes. On s'attendait tôt ou tard, et ça peut parfois même être une bénédiction d'avoir ce coup de mou qui remet quelques vérités en question, qui permet aux joueurs aussi de se remettre en question, peut-être de rechanger les blocs pour... voilà, comme on aime le dire, autant avoir un coup de mou à cette période plutôt que de l'avoir en play-off. Et je pense qu'il y a des enseignements qui peuvent être tirés et exploités sur le long terme. Donc pour Genève, il n'y a aucun doute que c'était pas un gros souci. Évidemment qu'il faut en sortir. On aura probablement déjà un bon début de réponse lors de cette semaine avec 3 matchs en 4 jours pour les Genevois. Donc on va vite voir s'ils en ont tiré les enseignements. Mais on n'est pas du tout inquiet de la situation. Et au contraire, là, je pense que ça va remotiver tout le monde à retravailler, à vraiment... les bases, quoi. Tout simplement, on sait qu'ils ont travaillé fort, que Yann Cadieux est très exigeant avec ses joueurs. Et il y a eu un petit... On a tiré la langue. Allez, on a un petit essoufflement. On le disait, hein, tu l'as dit, le coup de mou, il allait arriver, on ne savait pas quand. Et du côté de Genève, je pense qu'on est content aussi d'avoir vécu une période un peu plus difficile pour pouvoir juger le caractère de chacun face à l'adversité. Je pense pas non plus qu'il y a eu, c'est pas non plus été des résultats catastrophiques. Hein. C'est clair que
Il y avait cette belle série de matchs avec au moins un point au Vernet qui durait en saison régulière depuis avant l'arrivée de Yann Cadieux à la barre du club. Donc effectivement, ça a été, ça peut grincer un peu des dents de ce côté-là. Puis c'est vrai, mais aucun club n'est capable de gagner 52 matchs dans une saison régulière. Et ce serait contre-productif. C'est tombé contre les 3 défaites à domicile. Il y a eu une défaite contre Berne, une défaite contre Zug. Donc c'est pas non plus des équipes qui sont pas en forme. C'est vrai que voilà, la défaite à Cloton, elle peut paraître inquiétante, mais si on se souvient bien que Genève a toujours eu une histoire difficile du côté de Cloton par le passé. Parce qu'il y a aussi une histoire difficile avec l'adversaire de demain. Je sais que ce déplacement n'est pas très apprécié. Il sera intéressant de voir si après le revers, sans avoir marqué à Cloton, à Rapperswil demain, l'équipe va nous proposer autre chose. Allez, moi je trouve que c'est intéressant ce match demain. Oui, c'est vrai que l'histoire des clubs romans en général du côté de Rapperswil est toujours difficile. Ouais, historiquement. Historiquement, il y a toujours eu... un temps, Genève, c'était une grosse défaite par saison à Rapperswil. Même quand ça allait très bien, tout d'un coup, il y avait un 8-2 qui traînait par là. Et je vais pas dire que c'est normal, hein, qu'on ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que voilà, c'est au budget. Il y a toujours des moments où il y a toujours des patinoires dans lesquels les clubs ont de la peine. Puisque tu parlais de Genève, ils ont énormément de peine à faire les premiers points contre Lugano à Lugano. Le premier point, c'était un match nul, une veille de Noël, à l'époque où ça existait encore. C'était dans les premières années en Liga, mais la première victoire est venue très tard aussi du côté de Lugano. Donc voilà, il y a parfois des lieux où ça se passe moins bien. C'est vrai que c'est un bon test aussi. Rapperswil a une très bonne équipe. Il y aura le nouvel étranger, le Suédois Pontus Åberg du côté de Rapperswil. Donc ça va aussi être un bon test de ce côté-là pour les Genevois pour repartir de l'avant. D'autant plus que Rapperswil, j'ai envie de dire, comme chaque saison depuis 2 ans et demi, va bien. Bon, comme tout va bien à Genève, j'aimerais quand même qu'on parle d'un homme qui a été plutôt sous les feux de la rampe ces derniers temps. C'est Timo Artikainen qui a plutôt tenté, il a marqué contre la Suisse, si je ne m'abuse, ou... C'était contre la Suède. Contre la Suède, oui. Il a marqué en tout cas. De l'image que j'ai en tête, alors pas le marqué, mais ce que tu veux parler, c'est contre la Suède. Voilà, et il a tiré un penalty un peu fou. Ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, allez le voir. Je ne vais pas l'expliquer à une main ce qu'il a fait avec ce puck, mais je crois que tous ceux qui ont vu ça sont restés scotchés et ont tous mis les images à revoir 1 ou 2 fois, tant il a tenté quelque chose de fou. Il a raté, il a eu le sourire après, ça en disait long sur son état d'esprit, mais je crois que quand on a un joueur comme ça dans son club, c'est quand même pas n'importe qui, et je trouve que c'est un état, une manière d'être qui m'a plu, parce qu'en fait il jouait pas un titre mondial, hein. C'était au foot qu'il y avait un titre mondial. Ouais, non, là c'était vraiment pour le fun. C'était, je pense, sur une séance de penalty, il me semble, 0 but à la fin du match. Tu me corriges si je me trompe. Exactement. J'ai aussi vu l'image où mon premier réflexe, ça a été, mais est-ce qu'il revient pas en arrière? Puis après, je me suis dit, ouais, mais attention, il y a l'angle de caméra. Il se peut que le puck ne bouge plus au moment où il fait son geste, parce que lui continue à avancer. Bon, les arbitres n'avaient pas droit à aller voir la vidéo. D'un autre côté... tant mieux qu'il l'ait raté. Voilà, parce que je pense que l'arbitre qui est à côté du but, il a fait. Ouf. En tout cas, moi, à sa place, je pense que je sais, il est pas revenu en arrière ou bon, bah, il est pas. J'ai pas la vidéo, je peux pas aller vérifier. Je suis pas sûr qu'il soit pas revenu en arrière. Bon, il l'a manqué, tant mieux. Le palpitant est très vite redescendu comme Christophe nous dit. C'est un penalty du effectivement. Et, moi, j'ai déjà vu un joueur genevois faire un geste à une main, prendre le puck, tout ça sur la palette. Okay. Robert Mayer. À Rapperswil, on vous l'avait mis il y a quelques années, il avait fait ça sur un arrêt de jeu et puis il l'a retenté cette année aussi, mais on l'avait pas filmé. Il avait mis la palette sur le puck, il avait soulevé le puck, donné au juge de ligne après un dégagement interdit. Le juge de ligne avait les yeux écarquillés devant Robert Mayer. Moi, je l'avais vu du coin de l'œil et le réalisateur m'avait entendu en parler, donc il avait remis le ralenti. On avait profité de vous le mettre. Et, je sais que
Colfax avait discuté de savoir, c'était une question de Quentin d'ailleurs, il me semble, de qui avait les meilleures mains dans le championnat. Artikainen nous a montré qu'il avait aussi de bonnes mains. Pas oublier Robert Mayer qui a de très bonnes mains aussi. Même si on pense jamais au gardien. Et on parle pas de la fameuse grosse mitaine que tu aimes bien utiliser comme expression. Une question de Sébastien, est-ce qu'on sait si Pouliot va continuer à Genève? Alors j'ai pas entendu quelque chose, hormis de ce que Quentin a répondu, c'est-à-dire qu'il était en discussion. C'est lui-même qui l'a dit au Pucalist qu'il était en discussion et qu'il souhaitait rester. Je pense aussi que le joueur souhaite rester à son âge. Un nouveau déménagement serait pas forcément bienvenu pour aller jouer ailleurs en Suisse. À mon avis, c'est Genève ou la retraite, comme avec Tom Ernest, c'est Genève ou la Suède. Il n'a pas tellement la réputation d'être un pigeon voyageur, Marc. Non, à part quand il oublie ses patins. Oh là 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 là. Elle était facile celle-là. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Parce que il me semble que je fais Genève jeudi. Je prendrai pas Marc-Antoine à l'interview. Voilà, du côté de Genève, forcément il y a d'autres contrats aussi à surveiller, principalement du côté des étrangers, comme toujours en championnat suisse. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des contrats d'1 an ou qui ont signé pour 2 ans, qui arrivent au terme de la deuxième année de contrat, notamment un certain Teemu Artikainen qui est en fin de contrat, à voir si il décide de prolonger l'aventure avec son pote Linus qui lui a un contrat pour la saison prochaine. Ce serait pas surprenant. Ce serait pas surprenant vu comme ils s'entendent bien sur et hors de la glace. C'est que le retour ensemble finalement n'a pas changé la dynamique, même été plutôt pas mal puisque Artikainen nous a signé un triplé avec Pouliot et Marc à ses côtés. C'était l'avant-dernier match. Exactement. Celui contre Ambri Piotta à Genève, un trick naturel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trick naturel, c'est marquer les 3 buts à la suite dans le score dans la même période. Bravo Pascal. Merci pour cette bonne définition. Oui. Voilà, je crois que Jonathan s'était émerveillé d'ailleurs sur le fait que c'était un trick. On n'en voit pas beaucoup en Suisse. Il y a eu un quadruplé avec Ruotsalainen. Il me semble que Michaelis à Langnau a aussi un triplé. Après, j'avais dit ça de tête. Hat-trick. Voilà, c'est ce qui me semble. Et puis Quentin nous dit qu'il a aussi entendu que Phil Poula souhaitait rester une année de plus également. Oui, c'est des bruits, oui. À voir du côté de Genève, bien évidemment, on va aussi surveiller tout ça. Et ça veut dire que Marc Gauchi aurait de nouveau une sacrée équipe pour 12 mois supplémentaires. On n'a pas de doute. Allez, il nous reste un club à discuter, c'est bien évidemment le Lausanne Hockey Club. Et on vous a dit qu'on parlerait de Connor Hughes quand on parlera du Lausanne Hockey Club. Donc forcément, Connor Hughes qui signe à Genève, 2 ans pour... à Lausanne. À Lausanne, oui, pardon. Oh là là, On était sur Genève, on était sur Pascal. Bon. Hughes qui signe donc pour 2 ans à Lausanne dès que la saison sera terminée. Forcément, la question se pose pas vraiment. C'est-à-dire qu'il sera la doublure de Pounenovs. Ça veut dire que Tobias Stefan va quitter le Lausanne Hockey Club. Alors avant de parler de Connor Hughes, est-ce que ça veut dire que Tobias Stefan va arrêter à la fin de la saison? On peut le pressentir comme ça, on va dire ça comme ça. Là, comme ça, je sens pas le feeling qu'un Tobias Stefan, à l'heure où les gardiens suisses se font de plus en plus rares en National League à cause du nombre d'étrangers qui a été accru. Je pense que Tobias Stefan est un peu là poussé vers la retraite. On le sent un peu venir quand même depuis le début de la saison. C'est plus le Tobias Stefan qui n'a plus de problème de santé comme c'était le cas lorsqu'il évoluait à Genève ou à Zug. Donc, oui, moi je pense que Tobias Stefan là est un peu poussé vers la retraite. C'est peut-être aussi lui qui en a fait part, hein, c'est aussi une possibilité. Mais en contrepartie, avoir Connor Hughes, je pense que c'est quand même une bonne pioche de la part des Lausannois, considérant ce qui s'est passé cette saison, la valeur qu'a pris ce gardien. Évidemment qu'il y a toujours des affaires de gros sous là-dedans. Hein. Si l'enveloppe était, ou le chèque promis était 2 fois plus important que celui d'être numéro 2 à Fribourg, il y avait tout pour bien plaire, autant dans le rôle qu'il est amené à jouer, parce que c'est sûr qu'il jouera plus que ce qu'il jouerait en tant que doublure de Berra. Et si en plus, il a le salaire qui va avec, finalement, c'est tout bénéfice. Bon, il y a quand même un petit doute. Allez, je vais quand même soulever un petit doute, c'est que Connor Hughes, il vient de nous faire 2 mois de rêve.
Mais sur la longueur, on n'a pas encore la certitude qu'on aura cette régularité digne d'un Reto Berra ou d'un Giannoni. Je veux dire, donc là, il a montré qu'il était devenu un excellent gardien de National League, mais il l'a montré sur une courte période. Et il faudra voir s'il est capable de réitérer ça déjà jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai pas beaucoup de doutes, je dois vous le dire. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je ne pense pas que c'est sa présence en équipe de Suisse qui a cassé cette dynamique, bien au contraire. Mais après, la saison prochaine, il va se retrouver dans d'autres dispositions. Il aura un vrai concurrent, Pounenovs. À la base, on ne voit pas pourquoi Pounenovs deviendrait numéro 2, parce qu'actuellement, il fait quand même une bonne saison. Je crois qu'on est assez d'accord tous pour dire que... Même à Langnau, où il faisait des bonnes saisons. Exactement. Le seul souci avec Pounenovs, c'est sa santé. Il nous l'a de nouveau prouvé cette saison. Il est souvent blessé. Et c'est là où Lausanne a besoin d'un bon deuxième gardien. Un bis, réellement. Et je pense que maintenant, Connor Hughes est capable d'endosser ce maillot-là de gardien un bis. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais quand même relever, c'est que Connor Hughes n'a pas signé pour 4, 5, 6, 10 ans, il a signé pour 2 ans. Et là, on peut remarquer peut-être l'effet post-Svoboda, si j'ose dire. Parce qu'on a souvent dit, mais on ne comprend pas ces durées de contrat de 4, 5 ans Ouais, on ne comprenait pas il y a des contrats la longueur. qu'on comprend pas. Voilà, exactement. Et là, on a un Hughes qui signe pour 2 ans. Pounenovs, si je dis pas de bêtises, il avait signé pour 5, donc il aura encore 4 ans à partir de la saison prochaine. Donc jusqu'en 2027 pour Pounenovs. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne signature, une bonne durée de contrat parce qu'on prend un risque limité avec Hughes. On coupe aussi peut-être un peu court à l'idée d'un gardien étranger. Parce que c'est vrai que c'est aussi ressorti un petit peu. Pourquoi pas prendre un gardien étranger qui serait une assurance tout risque, même si on a déjà un bon Suisse. Il y a d'autres équipes qui ne sont pas gênées pour le faire. Donc à Lausanne, on a quelque part mis de côté cette option-là. On partira sur des joueurs de champ avec des licences étrangères. Donc moi, je valide 100% ce qui s'est passé et je comprends tout à fait cette signature. Autant pour Hughes, qui sait qu'il aura plus de responsabilités qu'à Fribourg, que pour le LHC qui fait un bon transfert. Et puis les joueurs étrangers, on les connaît, quasiment tous. Oui, c'est vrai. Alors il y a la question, en plus ça me permet de répondre à Sébastien Staub. Aucune idée pour Emerton, puisqu'on nous avait dit dans un premier... Enfin, Lausanne n'a jamais communiqué sur la prolongation de contrat de Corey Emerton, donc on ne sait pas si c'est pour cette saison ou plus. Emerton disait au début j'ai signé 2 ans, puis maintenant il dit j'ai signé 1 an. Voilà. Donc on est autant que toi dans l'expectative. Richard Panic lui est prêté par les Highlanders pour cette saison, donc il n'a pas de contrat. Par contre, Garnat, Raffel, Salomaki, Kovac et Odette et ces 4 font tous un contrat pour la saison prochaine. Devrait être lausannois la saison prochaine. Ils ont un contrat. Voilà, on sait que, comme tu le disais tout à l'heure sur je ne sais plus quel club, on ne sait pas. Les contrats, c'est ce que c'était quand on parlait de Fribourg. Il me semble que les contrats, c'est pas sûr ou voilà. En tout cas, c'est du papier. Voilà, c'est du papier. On peut tout à fait racheter un contrat à condition d'avoir bien évidemment de l'argent pour le faire, puisque comme ce sont des contrats à durée déterminée, il faut racheter l'intégralité du contrat. Exactement. Après, ça peut se négocier aussi, mais il y a des contrats à l'amiable où on verse. Voilà, il y a des accords, mais exactement. On est censé, c'est la même chose pour les entraîneurs. C'est pour ça que quand on parlait de Gary Sheehan et Philippe Péchan, qui l'année prochaine, cette année en tout cas, ils seront payés. Péchan en tout cas l'année prochaine. C'est parce que les contrats à durée déterminée, ce ne sont pas comme les contrats à durée indéterminée au niveau légal. Voilà pour la parenthèse RH. Je pensais pas en faire. On a une question de Pierre. Est-ce que Berra ou Pavoni, oh là, ça remonte à loin ça, Pierre. Pavoni joue un peu sur leur réputation. Oui et non. Écoute, pour moi, Reto Berra est un excellent gardien. Il l'a encore prouvé. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'il va revenir, parce que comme tu l'as dit, son dos était, c'est une blessure au dos, c'est extrêmement délicat, sensible. Ouais. On peut mettre Tobias Stefan aussi dans l'eau, puisque son dernier contrat, il l'a signé aussi un petit peu sur sa réputation. Avec Lausanne. Moi, je suis quand même pas d'accord sur le fait qu'on dise Berra joue sur sa réputation, parce que. Non, je vois pas en quoi il a déçu. Voilà. Ces 3 exemples ne sont pas des gardiens qui déçoivent.
Enfin voilà, bon, Pavoni, c'était un peu trop vieux. Et je me rappelle bien comment il jouait. Il a un petit peu fini en roue libre du côté de Fribourg. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et je pense que ça a laissé un petit peu, un petit peu des traces D'accord. du côté de Fribourg. Mais pour Reto Berra, peut-être que ça peut finir comme ça. Ça pourrait. On a le droit légitimement de se demander ce que sera encore Reto Berra la saison prochaine. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois aucune raison de dire que il est payé sur sa réputation et il joue parce que c'est Reto Berra. Là, je ne peux pas valider cet effet qu'il jouerait sur leur réputation. Pour moi, ils sont à leur niveau, ils jouent là où on les attend. Enfin, le niveau qu'on les attend. Tu vois, on parlait de contrats qu'on comprenait pas du côté du Lausanne Hockey Club. Eric a rebondi là-dessus en disant question Ugly à Lausanne, il fait quoi par chauffer le banc avec un contrat de 5 ans? Bah, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool, mais bon, je suis pas sûr en fait que Foust l'utilisait comme il souhaitait l'avoir. Enfin, comme je suis pas sûr que Foust était à l'origine de la venue, enfin il n'est pas à l'origine de la venue du Gli à Lausanne, et donc il s'est retrouvé un petit peu avec un effectif pléthorique parce que Svoboda a signé beaucoup de joueurs là. C'est vrai. En 2022 pour 2022-2023, donc il a fallu aussi trouver des solutions du côté de John Foust au début. Maintenant, il me semble qu'avec Jeff Ward, il joue un petit peu plus. Alors, il n'a pas encore retrouvé le niveau qu'il avait à Bienne, mais il faut aussi qu'il retrouve ses sensations après avoir eu un début de saison qui était vraiment compliqué, où il était aligné. Parfois, il jouait beaucoup, parfois, il jouait pas du tout. Parfois, il était du côté du... sur le banc, sur la tribune même. Bon, moi, très franchement, je fais partie de ceux qui ont des doutes quant au fait que Ugly soit un si bon joueur que ça. Il a eu une bonne saison la saison passée à Bienne. J'ai vu des choses intéressantes pendant quelques saisons, mais je dis bien intéressantes. Je pense qu'à Bienne, il avait trouvé une certaine stabilité et puis on avait su le mettre en évidence, mais j'entends dire que c'est pas un joueur incroyable quand il est aux entraînements. On se demande à quel point il est pas surcoté. Voilà, j'entends un peu ce genre de discours. Donc, est-ce que finalement c'est pas un retour sur terre le concernant, que à Lausanne il est pas vraiment à sa place? Moi je vois pas d'explosion. Voilà, d'explosion de la part de Michael Ugly d'ici la fin de la saison. Et il va rester 4 ans de contrat. Voilà. Je pense qu'à Bienne, on a su lui mettre les joueurs, l'entourage. La remarque de Pierre-Yves me paraît assez juste. Tu peux être un bon joueur, ça dépend avec qui tu joues. Oui, je pense que c'était le cas. Et je pense qu'à Bienne, on a su lui mettre ça autour. Et il n'a pas assez bons joueurs pour le faire paraître bon, en tout cas actuellement. Mais je ne suis pas sûr que lui soit capable de faire paraître les autres bons. Parce que pour moi, la définition d'un bon joueur, c'est quand même ça en priorité. C'est que tu fais paraître les autres bien. Et je ne crois pas que Ugly est comme ça. Peut-être que je suis un peu dur, mais je dis ce que je pense. J'entends ce que tu en dis et je ne suis pas d'accord avec toi. Bon. Non, c'est un argument totalement valable et qui fonctionne absolument pour le cas Ugly. Et il y a d'autres joueurs qui ont eu des bonnes saisons, qui ont réussi à avoir de bons contrats, qui n'ont jamais confirmé derrière. J'ai pas d'exemple comme ça tout de suite en tête, mais c'est déjà arrivé. Et on parlait de réputation pour les gardiens, les attaquants tendance plus facilement à jouer sur leur réputation et sur les bonnes saisons pendant 2-3 années qui suivent. Il y a une question sur Aaron, je peux voir, mais très franchement, je n'ai aucune information là-dessus et voilà. Ça dépasse complètement mon domaine de compétences. Là, je veux bien donner des informations RH que je connais ou autres, mais là, j'en ai aucune idée. Richard, c'est une question très intéressante qui mérite de se pencher là-dessus. Je pense que Lausanne et Fribourg se posent aussi la question de savoir s'ils peuvent faire quelque chose, puisqu'il il a joué blessé chez eux sans dire qu'il était blessé et qu'en fait il a eu beaucoup d'argent. Un joueur qui a eu une bonne saison et qui a fait beaucoup d'argent derrière, un exemple c'est Yannick Aaron. Voilà, il a capitalisé là-dessus.
Voilà, il restait une équipe à voir, Régis. Ah, Et je sais que Patrick t'as Fisher très- Boys. C'est l'heure de parler des Patrick Fisher Boys. Avec un tournoi qui s'est tenu du côté de Fribourg. 3 défaites pour l'équipe de Suisse. Une en prolongation 3-2 contre la Suède. Une défaite 2-1 contre la Tchéquie. Et une défaite 4-1 contre la Finlande. Bilan un petit peu famélique. Oui, très honnêtement, j'aurais pas imaginé un tel bilan après le match de vendredi de jeudi, pardon. Oui, Jeudi, c'était jeudi le premier. le premier match contre la Suède, parce que j'étais plutôt très satisfait de ce que j'ai pu voir. Samedi, j'ai trouvé que offensivement, ça manquait vraiment d'impact, que j'ai retrouvé une équipe de Suisse qui faisait un petit peu un pas en arrière avec cette stérilité offensive, des joueurs qui arrivaient, qui faisaient paraître le gardien trop bien, parce qu'on a cette tendance qui a eu trop court en Suisse de nous faire croire qu'en face on avait tout le temps le meilleur gardien du monde, et j'avais encore cette impression là face à la Tchéquie samedi en voyant le match. Et puis visiblement j'ai pas vu le match hier, mais ça s'est un peu confirmé, ce match contre les Suédois, avec toujours aussi peu d'impact devant. La Finlande hier. Ouais, bon. C'est pas grave, Régis. Voilà, On est en fin d'émission. Ouais, c'est un peu ça. Bientôt en fin d'année d'ailleurs. Mais merci de me reprendre. Donc moi, j'ai trouvé quand même on a fait ressortir des défauts de l'équipe de Suisse qui sont réapparus sur ce tournoi après un début prometteur, après une Cariala Cup qui avait été bonne. Prometteuse. Ouais, en tout cas Ouais, en tout prometteuse, où à Mais chaque fois on a c'était une atteint les équipe prolongations. beaucoup plus âgée aussi, beaucoup plus expérimentée avec à la Cariala Cup. Alors, c'était pas la même équipe, ça c'est clair. Il y avait plus de romans, et certains alémaniques manqueront pas de dire que c'est pour ça Un que la certain Suisse n'en a Michel pas Z. gagné. Je ne suis pas là pour... Parce que je l'ai pensé aussi, hein, t'inquiète Bon, pas. voilà, mais je pense que l'explication, elle serait un peu trop simple. Moi, quand même, quand je prends la liste des joueurs qui ont joué cette coupe, je me rends compte quand même qu'il y a une dizaine de joueurs là-dedans qui risquent quand même de se retrouver au championnat du monde. Donc on n'est pas complètement dans une équipe expérimentale, qui a peut-être des joueurs qui ne sont pas dans la forme de leur vie ni de leur saison, mais quand même qu'elle n'était pas si mal sur le papier et qu'on n'a pas réussi à être bon. Bon, je dirais aussi que parfois les gardiens ont un petit peu masqué les carences offensives de l'équipe de Suisse en étant au-dessus du lot. Et là, on n'avait pas, à mon avis, sur les 3 gardiens qu'il y a là, peut-être qu'il y en a un qui sera 3e gardien au championnat du monde, mais c'est On loin sait d'être qu'il aime bien certain. Schliemann et Niffler dans ces rôles-là. Hein. Voilà, voir Van Pottelberg s'il revient à un bon niveau, Genoni, Berra s'il est revenu en santé. Voilà, enfin, tout ça pour dire que Weber, Hughes et Desclous sont normalement pas nos gardiens. On n'a quand même pas une profondeur au niveau des gardiens comme la Finlande, pour donner un exemple très parlant. Donc, eux ont peut-être pas pu nous faire gagner les matchs comme des Genoni l'ont parfois fait. Donc ça n'a pas masqué les carences offensives. Et moi je pense que la Suisse n'a pas vraiment progressé sur ce tournoi. Et je les ai trouvés un peu tendres pour le niveau international, autant nos gardiens que nos attaquants. Il y a Pierre qui nous dit en powerplay, on avait quand même de bons joueurs sur la glace et l'efficacité n'était pas top. Moi, j'ai pas regardé les matchs. J'avais une semaine, un week-end de congé. J'ai profité de me déconnecter complètement du hockey sur glace pendant quelques jours. J'avoue que j'ai juste regardé leurs résultats comme ça ce matin pour voir ce qui avait été un peu fait, mais j'ai pas été dans le détail. Oui, il y avait des bons joueurs. On peut penser par exemple à un Tyler Moy qui avait été pris, qui connaît une excellente saison du côté de Rapperswil et qui là, il me semble, est totalement muet. Alors forcément, il n'a pas les mêmes joueurs avec lui non plus, mais c'était... Mais bon, c'est aussi montrer que voilà, on est peut-être certains joueurs suisses sont trop dépendants aussi de leurs coéquipiers suisses ou étrangers, et que c'est peut-être des duos qu'il faut prendre si c'est un duo de joueurs suisses. Non, alors, c'est clairement une remarque pertinente que tu fais là. Un Tyler Moy, je veux pas être dur non plus avec lui, mais c'est sa première saison où on voit vraiment de quoi il est capable. C'est un joueur qui est sur pas... la longueur. Parce qu'on avait déjà vu des éclairs de génie, mais c'était toujours une petite période. Maintenant, là, il y a encore un pas supplémentaire. Je crois qu'on ne se rend pas toujours compte que le niveau international, même si on a un excellent championnat, c'est encore un pas
plus haut. Est-ce que Tyler Moy est capable de montrer sur le plan international qu'il est de ce gabarit-là ? Je laisse la question ouverte. Maintenant, sur le pipi, j'ai vu un peu qui arrivait quand même à circuler normalement, on va dire. Mais efficacité, c'est exactement ça. Mais voilà, on n'avait peut-être pas les joueurs parfaits pour en planter. On manque de buteurs. On a un Kylian Motet qui est plutôt dans une phase de doute actuellement. On le sélectionne. On peut comprendre. C'est pas incohérent par rapport à son statut international. Mais voilà, il n'est pas en réussite actuellement. Il n'a pas cette efficacité. Donc, il ne faut pas être trop... Je dirais, il ne faut pas être trop dans la conclusion, se dire non, cette équipe-là, ces joueurs-là, ça ne va pas. Il faut se poser des questions, je pense, par rapport à ceux qui étaient alignés sur le fait que ça n'a pas marché. Il y a des joueurs qui n'étaient peut-être pas à leur place, tout simplement. Moi, j'étais un tout petit peu déçu que personne n'éclate dans ce tournoi. Il n'y a pas un joueur, on a dit « Ah ouais !» Moy, par exemple. Si Moy avait marqué 3 buts, on aurait dit « Bon, Moy, on le voit en championnat, mais c'est un candidat. » C'est un candidat. C'est un candidat. Là, les joueurs qui n'ont quasiment pas... Je prends l'exemple d'un Ridi qui a quasiment aucune chance d'aller au championnat du monde. Il a quasiment pas joué. Mais il a joué du power play. On l'a pas beaucoup vu non plus. Voilà, il n'y a pas de joueur qui a tapé dans l'œil où je me dis si, il y a un Koukan, mais il fait un tellement bon championnat, puis je crois que rien n'a prouvé. Il ira au championnat du monde. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris de voir que Dean Koukan dans la sélection du championnat du monde à la fin de la saison, parce que c'était déjà le cas quand il était de l'autre côté de l'Amérique du Nord, avec un rôle différent par rapport à ce qu'il avait en NHL, puisque là il a un rôle plus offensif du côté de Zurich. Il a réussi à transposer, à revenir à un rôle plus offensif après avoir été un joueur plutôt à caractère défensif du côté de Columbus, même s'il a marqué un excellent but à Elvis Merzlikins contre son camp la saison passée, qui était un très très joli but. Et voilà, moi, Dim Koukan, quand il le sélectionnait, je le voyais pas pris pour un joueur offensif. Maintenant, clairement, avec ce qu'il montre du côté de Zurich, oui, ça peut être et un joueur qui multidimensionnel et qui va pouvoir remplacer. Je vais pas dire poste pour poste parce qu'on ne remplace pas Romagnosi comme ça, mais si Romagnosi n'est pas disponible pour le championnat du monde, on peut compter sur un Dean Koukan. C'est vrai. Clairement, aujourd'hui, parce que quand on a vu l'impact qu'a eu Romagnosi sur l'équipe de Suisse quand il était là et pas là dans les différents championnats du monde depuis une dizaine d'années, il faut aussi penser à l'après, parce que Romagnosi ne rajeunit pas. On parle des gardiens. Et effectivement, il y a effectivement le problème avec l'augmentation du nombre d'étrangers. Et les gardiens sont les principaux touchés, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un trou entre la génération de Giannoni Berra et la génération actuelle, et on n'a pas réellement comblé ce trou, parce que on avait des gardiens d'exception, puis on avait des gardiens d'exception avant avec Hiller, avec Ebicher, avec Gerber. Et tout d'un coup, on se retrouve, c'est un peu comme dans d'autres sports où tout d'un coup, on a un joueur qui explose. Allez, soyons pas si négatifs, Pascal. Il y a quand même des gardiens qui peuvent... un Schliemann, il est en train de monter. On a eu des joueurs d'exception à ces postes-là. Oui, c'est vrai. On revient à une certaine normalité à ces postes-là aussi. On a moins travaillé sur les gardiens. C'est plutôt paradoxal, parce qu'on a développé le poste de gardien et les entraînements spécifiques liés aux gardiens, mais d'un autre côté, on a moins de qualité. Parce que on a parlé de Pavoni tout à l'heure. Pavoni, Tosio n'avait pas d'entraîneur de gardien. Olivier Hanken aussi, puisqu'on l'a souvent reçu aussi du côté de MySports, n'avait pas d'entraîneur de gardien. Ils se débrouillaient tout seuls. Ils avaient de temps en temps, au début des années 80, il y a Jacques Plante qui a commencé à faire des camps pour les gardiens et qui a pu commencer un petit peu à avoir des entraînements. Mais c'était quelques jours par an où les gardiens étaient réellement sous la loupe. Et c'était un poste où on était plutôt à self-made man. Et maintenant, on a des entraînements spécifiques. Les entraîneurs des gardiens, il y en a dans tous les clubs, même dans tous les mouvements juniors. Maintenant, de plus en plus, il y a un entraîneur des gardiens spécifiquement, avec des entraînements spécifiques pour les gardiens. Et on se retrouve avec une pénurie de talent. Pas une pénurie de gardiens, une pénurie de talent à ce poste. Bon,
Je suis un peu dur là. Ouais, je te trouve un peu dur parce que on a un Van Pottelberg qui a un gros coup d'arrêt et j'espère vraiment, je ne pense pas que c'est un coup d'arrêt dans sa carrière. J'ai toujours pensé que c'était un candidat potentiel pour être un vrai numéro 1 en équipe de Suisse. Moi, je vois beaucoup de potentiel chez JVP. Eschliman, il a cessé de progresser. Maintenant, il va falloir gentiment qu'il prenne au moins le poste de numéro 2 et qui monte en équipe de Suisse donc. Et bientôt, moi, je vois l'avenir chez ces deux hommes en priorité. Et puis, on n'a quand même pas des si mauvais sur ceux qui étaient à la Coupe à Fribourg. Ne me paraissent pas être à écarter d'emblée. Je pense à un Gauthier Desclous ou à un Ludovic Weber. Je pense que, allez, ils peuvent encore monter et nous promettre d'être les vrais remplaçants des Jenon Ibera. Ok, je termine sur une note positive sur les gardiens. Akira Schmid. Eh oui, c'est vrai. Akira Qui Schmid. joue en NHL actuellement. Ça dépendra bien évidemment de ce qui se passe avec les Devils et de quel rôle sur cette fin de saison on va lui donner pour le championnat du monde. Mais Akira Schmid est un gardien qui pourrait être le nouveau numéro 1 de l'équipe de Suisse à condition d'être disponible. Et c'est le problème. Il y avait autre chose qui t'a marqué dans ce tournoi, et on a eu la question de Sébastien d'ailleurs, c'est le prix des billets. Bon. Qui, un petit peu, qui a influencé aussi les affluences. Alors à la base, c'est les affluences qui font ticker parce qu'on n'atteint pas la moyenne de 4000 spectateurs par match pour l'équipe de Suisse, ce qui est quand même faible. Et quand on voit l'engouement pour le Fribourg-Gotteron en championnat, on s'attendait quand même à mieux. On a un petit peu tiqué, c'est vrai, sur le prix des billets, entre 50 et 100 francs pour une place assise. C'est quand même pas donné si on va en famille, si on veut considérer qu'il y a la restauration encore là autour. On a été un petit peu quand même refroidi, je pense, par ce prix des billets. D'ailleurs, si je ne fais erreur, pour le match prévu en février face à la Finlande, tu m'as dit 35 francs la place assise. Ouais, c'est ce qu'on a regardé. J'ai un peu de la peine à comparer ce prix-là à Zurich pour aller voir un Suisse-Finlande, 35 francs, et à Fribourg, on est entre 50 et 100 francs. Je trouve qu'il y a une énorme différence quand même, et c'est peu étonnant que le public n'ait pas été emballé à aller systématiquement au match. Bon, en plus, le match qui était censé être le plus prisé, c'était celui du dimanche, match famille et tout, 13h le dimanche. Voilà, concurrence de la Coupe du Monde. Je pense que l'heure, elle était pas possible de la déplacer plus tard, c'est trop tard, trop tôt, c'est 13h, et puis 16h, la meilleure heure, elle était occupée par les footeux. Donc il y a eu un petit concours de circonstances qui n'a pas dû aider, mais on a le droit de se dire qu'on est déçu. Voilà. Je pense que la fédération a pris ses propres notes sur ce qui s'est passé cette semaine et essayera la saison prochaine, puisqu'il y aura de nouveau un tournoi en Suisse dans le cadre de ce Euro Hockey Tour en Suisse la saison prochaine. Alors, on va espérer pour Fribourg qu'ils ne vont pas se le faire enlever, puisqu'on sait que c'est un appel d'offres, mais ce serait logique de remettre à Fribourg, puisque ce sera la patinoire numéro 2 du championnat du monde en 2026. Donc, pourquoi ne pas remettre à Fribourg et puis d'avoir justement des horaires un petit peu plus, en tout cas pour le match du dimanche, un peu plus... si j'ai bien lu John Gobi dans La Liberté, ils sont même pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Hein. Oui, Donc, est-ce que partant de ça, ils vont remettre l'ouvrage sur le métier la saison prochaine? Je peux comprendre aussi les réticences si on travaille, parce que je pense que c'est quand même des heures de boulot de préparer ça, sans parler du week-end déjà à l'avance. Donc si c'est pour au final terminer avec un bouillon, comme on dit... C'est clair que du côté de Fribourg, on fera la tête. Et puis Yannick qui nous dit on n'a plus Malguin dans le powerplay, Andrietto est pas en forme. Ouais, c'est peut-être pas le Andrietto qu'on peut voir. Il a plus Malguin avec lui. Mais voilà, c'est sûr que Malguin, ça vous transforme un jeu de puissance, ça vous transforme une équipe, et c'est pas à Lausanne qui diront le contraire. Non, à Zurich, ils ont réussi, mais avec d'autres subtilités pour le remplacer. Mais ça veut dire aussi que si on est à ce point-là dépendant d'un ou deux joueurs, c'est pauvre. Oui. Alors là, on peut quand même s'inquiéter, parce que Malguin, il peut être en NHL parce que son équipe est encore en play-off. Malguin, il devrait faire les play-offs du côté de Toronto, voilà, à moins d'un gros accident. Et si Toronto part en play-off, sauf si Malguin est échangé d'ici la date limite des transferts, il devrait rester
Voilà. Mais ça veut aussi dire que si c'est dépendant que de Andrietto, ouais, c'est pas terrible. Moi, j'ai le malheur de penser que le niveau du hockey suisse est meilleur que ça, qu'il y a des joueurs capables d'amener plus. Des Malguines, on n'en a pas à l'appel, mais quand même, ça explique pas, entre guillemets, cette impuissance offensive qu'on a pu voir. Mais je lisais Gaëtan Haas après le match, il était le premier à relever qu'ils ne sont pas allés assez devant le but, qu'ils n'ont pas assez gratté pour aller chercher ses buts et qu'ils sont un peu tombés dans ce piège-là. Bon, voilà, c'était pour apprendre aussi. Au moins, voilà, le commentaire de Gaëtan Haas nous montre qu'ils ont appris quelque chose et que certainement que Patrick Fischer insistera un petit peu plus là-dessus pendant la pause de février. Régis, il ne nous reste plus que le programme. Lourd programme, hein. Ouais, cette semaine, demain National League avec Studio, jeudi National League avec Studio, vendredi National League avec Studio, et entre Noël et Nouvel An de la NHL et le championnat du monde des moins de 20 ans, les matchs de l'équipe de Suisse, plus en tout cas la grande finale. Les autres matchs seront dépendants bien évidemment du parcours de nos jeunes Suisses. On vous montrera également le 1er janvier, il y a un match Zurich-Bienne, si je me trompe pas. Exactement, ça reprend déjà le premier, c'est une nouveauté là. Voilà, qui n'entre pas en concurrence avec le Winter Classic, qui lui aura lieu le 2 janvier. On vous montrera d'ailleurs un match NHL le 1er et le Winter Classic le 2 janvier, avec, attention, le 2 janvier, 2 matchs à 15h45 et 2 matchs à 19h45, et on fera un studio autour des matchs de 19h45, donc à 19h25 à chaque fois. Et puis on va encore vous signaler que le prochain overtime n'aura pas lieu non le 2 janvier, puisque vous aurez bien compris, on est un petit peu... On n'en fait pas le 26 là pas le 26 non plus, pas le 26, pas le 2 janvier, puisqu'il y a des matchs, et donc le prochain overtime ce sera le 9 janvier, ça fait un petit peu loin. Donc on vous dit qu'on est au terme de cette émission. On vous remercie pour les commentaires et votre participation. On vous rappelle que vous retrouvez bien évidemment l'émission dans quelques instants sur Facebook, sur YouTube, pour la partie vidéo sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner également à Twitter, Instagram pour ne rien louper de l'actualité que nous vous relayons. Si vous avez aimé, partagez et laissez un pouce bleu. Et puis Régis... Alors ça va être un petit peu chaud, hein. Je suis désolé, mais je pense qu'on peut marquer le coup et vous souhaiter d'excellentes fêtes, et à bientôt pour Overtime. Bye bye. Bye bye. Joyeuses et santé. Joyeuses fêtes, bonne année.